Depuis le début de la campagne, on entend beaucoup parler de baisse d'impôts, de tarifs douaniers et de la taxe carbone. Mais pendant ce temps, d'autres enjeux majeurs passent sous le radar. Pour mieux comprendre ce que proposent les différents partis, nous avons posé les mêmes questions à leurs candidats, objectifs, comparer leur engagement, sans filtre, sans détour. Les deux plus gros partis, libéraux et conservateurs, n'ont pas voulu participer, mais ce sera l'occasion de se pencher sur les propositions des autres partis qu'on entend moins, sur ce à quoi devrait ressembler le Canada de l'avenir. L'immigration est l'un des grands enjeux de cette campagne. Il y a quelques mois, le gouvernement a revu à la baisse sa cible en immigration face à une certaine grogne contre les nouveaux arrivants, ce qui a provoqué le gel de certains programmes d'immigration. Après avoir mené pendant quelques années un programme d'immigration plus généreux, le gouvernement Trudeau a finalement cédé aux critiques selon lesquelles il aurait dépassé la capacité d'accueil du Canada. Ottawa avait même annoncé en octobre dernier baisser considérablement ses cibles d'immigration permanente. Est-ce que votre parti a des cibles d'immigration claires? Quelles sont-elles et comment votre parti se place à ce niveau? Donc, le Bloc québécois croit, pas juste croit, défend la capacité du Québec à faire ses propres choix en matière d'immigration. En fait, dans notre équipe, ce qu'on défend, c'est que on a besoin d'avoir toutes les informations pour prendre des décisions éclairées en fonction des besoins qu'on conçoit comme étant les nôtres. Et quand je dis ça, on parle encore une fois on veut une immigration qui soit humaine, qui soit et aussi qui soit bien alignée avec les besoins du Québec. Et plus précisément, si je vous dis ça, c'est parce que pendant un bon bout de temps, le gouvernement actuel du Québec n'avait pas tous les chiffres pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et la grande question que je suis content que vous ne m'avez pas posée, c'est quelle est vraiment la capacité d'accueil? Parce que là, on entendait la capacité d'accueil comme étant la grande question qui nous est posée, c'est mais c'est quoi la capacité d'accueil du Québec? C'est quoi notre capacité d'accueil? Et pour ça, ce qu'on remarque, en tout cas, il y a des indicateurs assez clairs. D'abord, au niveau de la francisation, on a vu qu'on avait de la misère à fournir des classes de francisation adéquates pour les immigrants qui veulent apprendre le français. Le gouvernement fédéral n'a pas donné les sommes au Québec adéquatement pour qu'on puisse engager des professeurs adéquatement, pour que le Québec puisse, absorber toute cette immigration-là qui veulent apprendre le français, qui veulent s'installer au Québec. Et là, ce qu'on retrouve, c'est des gens qui, de peine et de misère, n'arrivent pas à s'intégrer, se sentent exclus. Et un des meilleurs vecteurs d'intégration, ça demeure la langue française. Pour tout son référent culturel, toute la compréhension du monde, des défis. Et donc, pour nous, le Bloc québécois, ce qu'on défend, c'est une immigration qui est bien attachée avec la réalité de ce qu'on souhaite préserver, des vies dignes, des vies solidaires au sens de l'entraide, de pourvoir des opportunités adéquates, de s'émanciper sur le marché de l'emploi, de fonder une famille, d'avoir un logement abordable. Et votre question est très liée à la première. La question du logement et de l'abordabilité du logement et la question de l'immigration, c'est lié, tout ça. Et donc, ce qu'on souhaite, ce qu'on demande au gouvernement fédéral et ce qu'on va continuer à revendiquer, c'est de donner au Québec les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Et ça inclut une vue et une capacité d'intervenir sur l'immigration temporaire. Envoyez-nous l'argent pour aider à appuyer nos professeurs qui sont dans les classes et qui aident justement à créer des futurs citoyens du Québec à travers le français et pour justement faire face à toute cette demande en services sociaux qui croît à cause de ça. On a plusieurs cibles d'accueil ou peu importe, on dit la capacité d'accueil. Moi, je suis l'enfant des migrants. Mon père est venu ici dans les années 60-70.
fuyant la dictature de Salazar au Portugal. Et mon père, je parle anglais avec mon père, je parlais même pas français, je parle pas français à la maison. Je pense que je parle considérablement bien français, Oui. j'espère, du moins Très que bien. vous arrivez à me comprendre. Et donc, ça fait en sorte que quand on entend ces discours-là, de dire que c'est la faute des immigrants, la crise du logement, c'est la faute des immigrants, la baisse du français, c'est la faute des immigrants. C'est des choses que, premièrement, il faut contester. C'est pas la faute des immigrants, la crise du logement. L'inflation aujourd'hui qu'on voit au Canada, c'est pas la faute des immigrants. La baisse de la protection du français en Amérique du Nord ou au Québec n'est pas la faute des immigrants non plus. Ce qu'on a vu dans les chiffres de l'Office de la langue française québécoise, c'est une augmentation de la capacité des personnes immigrantes de première génération et de deuxième génération à parler le français, et que la lingua franca au Québec est en train de se renforcer, c'est le français. Ce qu'on voit, la problématique qu'on voit, c'est au niveau donc d'entreprises étrangères qui se basent à Montréal notamment et dans d'autres régions au Québec, et qui ne respectent pas au niveau des employés donc la loi sur respectent pas la langue française, et donc ils ont des milieux de travail qui sont plus anglophones. Je pense aussi que c'est un peu les boucs émissaires, dans le sens que l'État québécois et l'État canadien font des coupures budgétaires au niveau des services publics depuis des années. Et les gens sont, sont frustrés par ça. On est frustré par le fait qu'on attend des heures dans des urgences au Québec. Mais est-ce que c'est la personne immigrante qui a fait ces coupures-là? Ou est-ce que c'est les personnes immigrantes qui sont les personnes qui sont tenues debout pendant la COVID, nos anges gardiens? Est-ce que c'était pas des réfugiés qui sont venus ici au Canada, qui ont travaillé, des anges gardiens qui sont morts, là, des personnes haïtiennes qui sont mortes, qui n'avaient même pas le statut ici au Canada? C'est des personnes qui nous ont sauvés pendant la pandémie, et c'est comme ça qu'on les remercie. Moi, je pense qu'on peut faire mieux comme société. Le gouvernement libéral est allé voir McKinsey et compagnie pour déterminer de la politique d'immigration au Canada. Ils ont accouché de chiffres qui n'ont pas été discutés ou négociés avec les provinces et les villes. Le gouvernement libéral, fidèle à sa tradition habituelle d'être un petit peu arrogant, a simplement ouvert les portes pour remplir ces cibles-là. Nous, on a une approche différente, qui est une approche de collaboration, puis de discussion, puis de recherche de consensus de prime abord. Alors, le Canada a besoin d'augmenter sa population pour différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est que notre population vieillit. Une autre raison, c'est qu'on a des grands défis au niveau de la main-d'œuvre qui doivent être remplis. Main-d'œuvre spécialisée comme la main-d'œuvre générale, agricole, manufacturière. On a clairement besoin pas d'augmenter, mais de maintenir des seuils assez élevés d'immigration. Mais ces seuils-là doivent être négociés avec les provinces et doivent être négociés avec les villes aussi. Parce que trop souvent, on se ramasse dans une situation où les villes héritent du fardeau de l'intégration puis de la provision de services à un moment où les gouvernements provinciaux, puis ça s'applique à l'entièreté du pays, eux décident de couper dans les services puis de domper ça sur les villes. Alors, c'est important qu'on ne se ramasse pas dans une situation où le fédéral prend des décisions ambitieuses puis qu'au final, ce sont les plus petits gouvernements au pays, là, les municipalités, qui ont très peu de leviers de taxation, très peu d'argent, sont entièrement dépendantes des provinces très souvent, qui se retrouvent à récolter les problèmes. Pour moi, des gens qui investissent et travaillent à construire le Canada doivent pouvoir éventuellement rêver et obtenir la citoyenneté canadienne. Le pays s'est construit sur l'immigration. Certains des plus grands chantiers qui ont mené à la Confédération se sont bâtis sur le dos de l'exploitation de travailleurs migrants par l'Empire britannique. Donc, on a une longue histoire au Canada d'exploitation puis de travail migratoire temporaire ou supposément temporaire, mais on a aussi une longue histoire d'intégration de gens venant d'un peu partout à travers la planète pour créer un Canada qui
est franchement assez unique sur la scène mondiale, dans sa diversité, puis dans la paix et la stabilité qu'on a réussi à préserver à cause de tout ça, ou malgré tout ça. En tous les cas, on a été enrichis par tout ça. L'immigration que le Parti vert favorise, c'est absolument une immigration qui veut rester, qui peut rester et qui continue à contribuer à la construction de ce pays. En ce moment, on vit dans un contexte où on va avoir peut-être de plus en plus besoin d'accueillir des personnes réfugiées pour des réfugiés climatiques, des réfugiés politiques. On le voit avec les États-Unis, avec la crise en ce moment. Je vois que beaucoup d'autres partis on prévoit peut-être certaines cibles de personnes à accueillir qui sont réfugiées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, justement, avec ce contexte? Moi, je suis juriste et je suis juriste notamment dans le domaine du droit international. Et le droit international est clair. Le Canada a une obligation d'accueillir des personnes fuyant la persécution. Le Canada a une obligation d'accueillir des personnes qui demandent l'asile. Et le Canada ne peut pas mettre de barrière à ces demandes-là. J'ai eu honte. J'ai eu beaucoup honte d'être Canadien dernièrement, mais la fois où j'ai eu un peu plus, le plus de honte, c'est la fermeture du chemin à Roxham. La fermeture du chemin à Roxham, ça s'est fermé pour des raisons purement politiques. C'était un jeu, on a joué avec la vie des gens. On a joué avec la vie de personnes qui viennent ici demander l'asile. Moi, on m'a toujours inculqué dans ma famille que le Canada était un endroit qui était ouvert aux personnes réfugiées, que le Canada a accueilli des personnes réfugiées. On a accueilli des personnes fuyant le Vietnam. On a accueilli des personnes fuyant la dictature du régime de Pinochet au Chili. On a accueilli mon père quand c'était nécessaire à cause du régime de Salazar. Et aujourd'hui, de voir qu'on est en train de dire on va mettre des cibles sur les personnes réfugiées qui arrivent ici au Canada, ça c'est en contrevention du droit international et on ne devrait pas se tenir là-dessus. Soit il n'y a pas de double discours. Comme notre ami Justin Trudeau dirait, c'est le droit international, c'est le droit international, c'est le droit international. Donc, soit on respecte le droit international, soit on ne le respecte pas. Nous, au NPD, on va toujours respecter le droit international. Puis c'est pas parce qu'on accepte des réfugiés qu'on peut pas faire, on peut pas investir plus dans la santé, on peut pas investir plus dans l'éducation, on peut pas investir plus dans notre filet social. Au contraire, si on accueille des personnes réfugiées, il faut les accompagner et il faut s'assurer que ces personnes-là aient les services dont ils ont besoin ici au Canada parce que c'est le minimum des choses, premièrement. C'est les droits de la personne, deuxièmement, mais aussi parce qu'en tant que société, si on veut s'assurer j'aime pas ce mot-là, mais on dit l'intégration, si on veut s'assurer de l'intégration de ces personnes-là, il faut investir là-dedans. Moi, je m'attendais, pour être honnête, beaucoup mieux du Parti libéral du Canada, qui se dit être le parti de l'immigration et le parti des communautés immigrantes, de voir que quand il y a un peu de pression qui a été mise sur le Parti libéral, qu'ils ont changé cette manière, tout d'un coup, on a dit que le système d'immigration était brisé, tout ça, c'est malhonnête et c'est franchement honteux. La situation avec les travailleurs migrants temporaires, notamment dans le secteur agricole, elle est terrible. Les rapports des Nations Unies décrivent ce travail-là comme étant quasi esclavagiste, sinon esclavagiste. C'est pas une situation qu'on veut faire perdurer. De l'autre côté, nos agriculteurs, présentement, partout à travers le pays, ils ont de grandes difficultés d'embauche, de maintien de la main-d'œuvre. Ça coûte de plus en plus cher d'opérer des fermes. Les revenus ne sont pas très, très élevés dans l'industrie agricole présentement. Donc, il faut trouver une manière d'accommoder puis d'aider les travailleurs de l'industrie agricole à produire puis à continuer à nourrir le Canada. La meilleure manière de le faire, mais encore une fois, c'est qu'il faut s'assurer d'abord et avant tout qu'on a les ressources nécessaires pour intégrer éventuellement des migrants qui viendraient ici contribuer au maintien puis à la croissance de l'économie canadienne,
pour s'assurer que ces gens-là ne tombent pas en dehors du filet social, puis qu'ils y contribuent pleinement comme tous les autres Canadiens. Mais ça demande des négociations avec les provinces puis avec les municipalités. C'est ça, parce que comme vous l'avez mentionné, ce programme, justement, rend souvent les travailleurs, travailleuses vraiment dépendants de leur employeur. Ces derniers exercent un contrôle vraiment sur leur statut migratoire, sur l'accès au logement, sur leurs soins de santé. Souvent, ces personnes n'ont peut-être pas accès aux mêmes soins que n'importe qui. Mais en même temps, on reste dans un contexte où ces travailleurs sont arrivés avec ce programme. Donc c'est ça, comment préserver le statut migratoire de ces personnes tout en essayant qu'ils aient les mêmes accès comme tout le monde. Ouais. C'est très clair qu'on doit réformer ce programme. Ce programme n'est pas durable, n'est pas non plus enviable, je pense. C'est certain que pour beaucoup de travailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent du Guatemala, du Mexique, d'Amérique latine, et pour beaucoup de ces gens-là, c'est quand même une grosse passe d'argent relativement à ce qui peut être fait dans ces pays-là, au Mexique, au Guatemala, pendant une période de temps donnée. Est-ce que ces gens-là souhaiteraient s'établir au Canada sur la durée? Ça, je ne le sais pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a besoin d'une main-d'œuvre lors des récoltes pour la saison, les courtes saisons où on peut cultiver la terre ici. Il faut qu'on trouve des solutions. Pour moi, la solution, ce n'est pas de leur donner un statut qui les rend inférieurs aux travailleurs canadiens et qui les rend inadmissibles à certains des droits fondamentaux qui existent ici au pays. Mais à partir du moment où on dit ça, il faut aussi qu'on trouve une solution pour les agriculteurs. Cette solution-là, ça doit passer notamment, probablement, par l'augmentation des seuils d'immigration permanents ou des permis de travail prolongés avec des droits additionnels. Et ça, ça doit se négocier avec les provinces puis avec les villes parce qu'il va falloir les loger, ces gens-là. Il faut les nourrir, il faut leur donner accès à des services de santé, des services d'éducation qui sont de qualité, comme pour toutes les autres personnes qui contribuent au Canada. Ça veut dire donc l'infrastructure, ça coûte de l'argent. Il faut qu'on s'assoie avec les provinces puis les municipalités pour déterminer comment est-ce qu'on fait ça de la meilleure manière. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas des cabinets de consultants assis dans leur tour à Toronto ou à Montréal qui devraient ou qui pourraient prendre ces décisions-là à la place des élus, démocratiquement élus au niveau provincial, municipal et fédéral. C'est une situation qui est déplorable, surtout celle où quelqu'un qui émigre pour changer sa vie au Canada se retrouve lié à un employeur et que cet employeur-là, par un permis de travail fermé, l'exploite. C'est terrible. C'est des histoires d'horreur pour lesquelles le Bloc québécois est très, très, très sensible. Il souhaite défendre le droit des travailleurs de travailler dignement, c'est-à-dire de ne pas être exploité à travers un permis de travail fermé. Parce que c'est ça un petit peu les histoires qu'on découvre, c'est que des gens vont arriver avec une intention de s'émanciper dans la société québécoise et canadienne, dans le cas où on parle, mais ils vont se retrouver avec un employeur qui va leur demander de plus en plus de temps, de plus en plus d'heures. Et il y en a même qui vont se faire menacer si jamais tu n'accomplis pas cette tâche-là, eh bien, moi, je vais te faire vivre des conséquences. Et ces personnes-là, le rapport que vous citez le nomme bien, c'est de l'esclavage des temps modernes, à quelque part. Donc, ce que le Bloc québécois souhaite faire, c'est de toujours tenter d'appuyer les mesures qui permettent d'éviter que ces situations-là aient lieu. Donc, il faudrait que je me réfère plus précisément aux mesures décrites, mais l'intention globale, c'est que les travailleurs qui arrivent avec le programme fédéral, travailleurs étrangers, surtout qui sont en permis fermé, puissent être prévenus de vivre des situations problématiques comme ça. C'est quand même drôle, hein, de voir que on dit « Ah, mais il faut arrêter avec l'immigration, il faut arrêter avec les réfugiés, tout ça ».
Mais on a un programme au Canada où l'ensemble de notre agriculture s'écoulerait demain matin si on n'avait pas les personnes qui viennent du Guatemala, qui viennent du Mexique, qui viennent du El Salvador, la plupart des pays latino-américains, mais aussi ailleurs. C'est quand même assez drôle. Hein? L'hypocrisie et l'espèce de... disons, l'espèce d'utilisation qu'on se nous tente, on est contre l'immigration, mais oui. Pourquoi on est pour cette immigration-là, l'immigration temporaire? C'est parce que, comme les Nations Unies l'ont dit, c'est une forme moderne d'esclavage. C'est-à-dire, on ramène des gens au Canada, on leur dit qu'ils n'ont aucun droit. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada a débouté une loi ontarienne qui disait comme quoi les travailleurs temporaires dans le domaine de l'agriculture n'avaient pas le droit de syndiquer. Donc, aujourd'hui, ils ont le droit de syndiquer et j'invite à toutes les personnes qui ça leur tient à cœur d'aider ces travailleurs et travailleuses-là à se syndiquer. Mais la réalité là-dedans, c'est on a créé un programme sans aucune avenue pour ces personnes-là de devenir citoyens et citoyennes à part entière. Si on travaille au Canada, si on paie des impôts au Canada, si on contribue à la société canadienne, on a le droit de devenir citoyen et citoyenne canadien. Ça devrait être indiscutible. Les Américains ont fait une révolution disant comme quoi pas d'imposition sans rétribution ou sans représentation. Aujourd'hui, au Canada, on a un système où il y a des personnes qui travaillent. Ici, au Canada, on a besoin d'eux. Puis on leur dit « Merci, restez ici 6 mois, puis retournez là-bas ». C'est pas... s'ils veulent retourner, c'est à eux. Mais ce système-là n'a plus lieu d'être. Le Canada a aussi expulsé un nombre record de ressortissants étrangers en 2024, dont plus de 80% de ces personnes étaient des demandeurs d'asile. Quelle est la position de votre parti par rapport à la déportation justement de ces personnes demandeurs d'asile? Donc, nous, on demande la suspension de l'entente sur les tiers pays avec les États-Unis, compte tenu du contexte particulier qui se déroule là-bas présentement sous Donald Trump. On veut absolument que le Canada respecte le droit international puis ses obligations face aux questions de droits de l'homme, aux questions de droit puis de la Convention des réfugiés. Le Canada peut et devrait être plus généreux qu'il ne l'est. De l'autre côté, on sait très bien, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de certaines faiblesses au niveau de l'immigration canadienne, des faiblesses historiques, parce qu'on a coupé énormément dans la capacité de révision des dossiers sous les années Harper. Ça n'a pas été restauré sous Trudeau. On a coupé dans cette capacité-là et on a des individus, des entreprises qui sont allés promettre des statuts de réfugiés un peu partout dans le reste du pays, notamment en Asie du Sud. Il faut être capable de bel et bien déterminer, faire la distinction entre un migrant économique et quelqu'un qui fuit son pays pour des raisons de persécution sous le regard de la Convention sur les réfugiés. Moi, je serais favorable, notre parti est favorable à ce qu'on augmente cette définition-là aussi aux réfugiés climatiques. Ce n'est pas le cas présentement. Il y a très certainement des questions d'inégalité économique historique entre le nord global et le sud global. Tout ça n'est pas couvert par la Convention sur les réfugiés. Donc, au regard de cette convention-là, quand on a des gens qui arrivent ici en prétendant, en ayant une histoire donnée, qui possiblement ne cadre pas avec les définitions de la Convention sur les réfugiés, dans ces moments-là, il faut prendre les actions appropriées. Le gouvernement a un choix à faire. Est-ce qu'on laisse ces gens-là ici accéder à des services sur la base d'un mensonge? Parce qu'au final, c'est ça. Est-ce qu'on encourage, ce faisant, aussi la fraude qui est faite par certains agents? Là? Puis on sait qu'il y a des agents en Afrique, en Asie, qui encouragent des gens à tout vendre pour payer des sommes monumentales parce qu'ils se font promettre de l'aide pour obtenir un statut de réfugié ici au Canada. Est-ce qu'on veut encourager, donner des incitatifs à ces entreprises illégales-là? Non. Donc, mais il faut absolument qu'on respecte nos obligations au regard de la Convention sur les réfugiés et qu'on ne retourne absolument pas des gens qui sont en danger. Mais ça demande que leur cas soit établi, puis ça demande que leur cas soit établi suffisamment rapidement. Présentement, il n'y a pas suffisamment
de travailleurs au niveau de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. À cause de ces coupures-là, les dossiers prennent des années avant d'être réglés. Ça, c'est inacceptable. On est très préoccupé par la déportation massive des demandeurs d'asile qui, justement, dans le contexte où, aux États-Unis actuellement, ils ne se gênent même pas pour faire des déportations. On a peur d'un mouvement qui pourrait s'en rapprocher. Et ce qu'on considère, c'est que ces gestes-là doivent être posés seulement lorsque les dossiers ont été adéquatement analysés et surtout ne pas précipiter ce type de recours-là ou d'action-là. Puis encore là, nos voisins du Sud, aujourd'hui, à l'heure actuelle, font ça d'une manière cavalière. Et c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe et pour lequel on souhaite... Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va talonner le gouvernement pour que, si jamais il va à ce niveau-là, que les processus adéquats aient été effectués pour remplir les conditions-là. Actuellement, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne le sais pas à l'heure actuelle. Une des façons qu'on déporte les personnes au Canada, c'est parce que pour arriver au Canada, il faut passer par les États-Unis. Et on a une entente qui s'appelle l'entente tiers pays sûr avec les États-Unis. Moi, je ne suis pas d'accord que les États-Unis, puis au NPD, on n'est pas d'accord que les États-Unis, en ce moment, sont un tiers pays sûr, qu'on voit ce que Trump fait au niveau des déportations massives, complètement illégales de personnes. Notamment, on a vu avec le Venezuela, on a vu avec la Colombie, on a vu des détentions à Guantanamo de personnes qu'on ne sait même pas s'ils sont coupables de quoi que ce soit. Et même s'ils étaient coupables, ils ne devraient pas être détenus à Guantanamo. Donc, il faut suspendre cet accord-là. Et si on suspendait cet accord-là, beaucoup, beaucoup plus de personnes seraient éligibles à devenir... à poser leur demande. Je vais un peu contextualiser ça. Quand on passe, par exemple, on vient, disons, de la Colombie et on fait tout le chemin à travers l'Amérique latine, on arrive aux États-Unis. Puis là, aux États-Unis, on se dit, moi, je ne veux pas rester ici parce que y a ICE qui arrive et qui est en train de prendre toutes mes amies, les mettre dans des centres de détention, dans des conditions horribles et inhumaines. Je vais aller tenter ma chance au Canada. Canada a ce phare de humanité, de respect des droits de la personne, de respect du droit international. Cette personne-là arrive à la frontière canadienne dans un aéroport et qu'est-ce qu'on lui dit? Non, tu étais aux États-Unis, il faut que tu retournes aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait? On le déporte de l'autre côté de la frontière, comme ça, et on le laisse à lui-même. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça ne devrait pas exister des situations comme ça. Et au NPD, on a été clair qu'il faut arrêter avec ces arguments boiteux de personnes qui demandent le statut de réfugié, qui seraient, désolé pour l'anglicisme, bogus. Personne ne se réveille demain matin dans leur pays d'origine qui est en train d'être détruit par une guerre civile, qui est en train d'être détruit par les changements climatiques et se dit, oui, moi, je veux aller faire un voyage ou peut-être je vais laisser ma peau pendant 500 km, 5000 km pour venir tenter ma vie avec rien dans un pays que je connais, dont je connais rien du tout. C'est pas vrai, ça. Donc, il y a un problème et je pense que le problème est justement les ententes qu'on a avec certains pays comme avec les États-Unis. On ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça. C'est des êtres humains. Tout le monde, et c'est drôle de dire ça, mais on les traite comme des personnes qui ne sont pas des êtres humains. On leur traite comme des personnes qui n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Et ça, c'est inacceptable dans une société qui se veut démocratique. Donc, oui, il faut une régularisation des personnes sans statut. Ça, c'est certain pour moi. C'est pas normal qu'on ait des personnes sans statut. Et oui, quand on parle de régularisation, ça ne veut pas dire demain matin, on ouvre les portes, parce que c'est ça. À entendre les conservateurs et certaines personnes, on dirait que le Canada, c'est la Turquie qui a accueilli des millions de personnes syriennes. Je veux dire, nos chiffres ne dépassent même pas les 100 000. Si tant, c'est dans les dizaines de milliers à peine. Et ces personnes sont ici et contribuent ici.
certains d'entre eux, même sans papier, contribuent à l'économie canadienne et payent des impôts à travers ce qu'ils achètent, parce que tout le monde paye des impôts à travers ce qu'ils achètent, à travers le travail qu'ils font des fois. Donc, ces personnes-là contribuent déjà et ont le droit de rester au Canada et on doit protéger ce droit-là. Le Parti conservateur a décliné notre demande d'entrevue en matière d'immigration. Le PCC est en faveur d'une baisse des seuils temporaires et permanents. La cible d'immigration sera calculée en fonction de la croissance de la population, de la disponibilité des emplois, des logements et des soins de santé. Le parti veut favoriser l'expulsion des demandeurs d'asile non admissibles. Il veut aussi que les travailleurs étrangers temporaires n'occupent que les emplois jugés indésirables par les Canadiens. Le Parti libéral n'a pas pu répondre à notre demande d'entrevue, mais Mark Carney a dit vouloir revoir à la baisse les seuils d'immigration permanents. Le parti s'est pas encore exprimé sur les autres questions, mais s'il reste dans la lignée du gouvernement Trudeau, les programmes de résidence temporaire vont demeurer resserrés, en particulier pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. La régularisation générale des personnes sans papier sera abandonnée.